Bonjour à tous et bonjour à toutes, moi c'est Isa alias Grimpelote sur Ravelry et sur Instagram. Je suis ravie de vous retrouver sur ce 4e épisode spécial couture que je vous avais annoncé très proche lors du dernier épisode. Et finalement j'ai pris un peu de temps pour revenir car j'ai un projet couture qui s'avère être un cadeau de Noël que je souhaitais vous montrer en mouvement plutôt qu'en photo. Voilà, donc aujourd'hui j'ai 4 projets à vous présenter. Je vais peut-être commencer par ce que je porte. Donc je porte la robe Harlequin que vous avez peut-être, que vous connaissez sans doute. C'est une robe de la Maison Victor. Donc que j'ai réalisée dans un lainage de couleur verte. Commencez à connaître mes goûts. Donc c'est une robe simple, droite, à emmanchure tombante, donc il n'y a pas énormément de pièces. Elle se termine par une parmenture, l'encolure, et puis les manches également. La seule difficulté, je dirais que c'est peut-être la pose du zip invisible, et encore. Alors moi, ce qui me gêne un peu, c'est que la courbure des hanches ne tombe pas chez moi au bon endroit. Vous voyez, j'ai voilà, des espèces de petites oreillettes. Et donc il faudrait, pour bien faire, qu'elle soit un petit peu plus basse, puisque moi mes rondeurs se situent un peu plus bas. Voilà, donc une robe simple qui, pour ma part, arrive à hauteur du genou. Voilà. C'est le moment de la porter. Je l'ai réalisée il y a 2 ans et je dois dire que je la porte assez peu parce que jusqu'à présent je n'avais pas de quoi de haut avec laquelle l'associer, voilà, gilet ou veste. Voilà, alors on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc je commence par vous présenter mon premier projet qui se trouve être une veste. La veste 111 du Burda de décembre 2019, il me semble, oui. Que voici, vous connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Et le modèle en photo, le voici. Donc c'est une veste que je qualifierais de boîte. Vous voyez qu'elle a une forme plutôt carrée. Elle n'a rien de cintré. Et elle a plutôt effectivement un look oversize. Et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu la photo de présentation, vous voyez que les manches sont elles-mêmes très larges. Alors moi, je les ai refitées un peu parce que je trouvais que c'était une largeur excessive. Alors elle reste large, mais voilà, ça me semble être un peu mieux proportionné. Alors c'est un modèle qui se décline de la taille 36, pardon, je vérifie, 36 à 44. Alors comme tous les modèles Burda, les marges ne sont pas incluses. Elle est réalisée ici chez moi dans un lainage d'épaisseur moyenne. Alors c'est un lainage qui a toute une histoire. Je vais vous conter l'histoire de ce lainage. Il y a fort longtemps, sur les terres nordiques, vivait une jeune fille couturière qui avait décidé de se coudre une jupe dans ce petit lainage. Alors il est gris-vert ou vert de gris. Je ne sais pas si d'un peu plus près, on verrait ça. Bon, j'ai pas l'impression qu'on voit ça beaucoup mieux. Donc je disais que cette jeune couturière souhaitait se faire une jolie jupe et qu'elle a fini par oublier ce petit coupon dans le placard de sa maman, qui n'est autre que ma grand-mère. Et lorsqu'on a vidé la maison, eh bien voilà, je suis tombée sur ce joli coupon et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse quelque chose. Alors moi je n'ai jamais réalisé de manteau. Et donc ceci c'était mon premier travail de veste en lainage. Voilà, alors il faut pour réaliser cette veste
un métrage d'1,80 m dans ma taille, donc taille 36, et là j'avais à peu près 1,25 m. Je vous dis, comme j'ai un peu raboté les pièces, et puis voilà, j'ai joué à Tetris et ça a fonctionné. Il vous faut également une doublure, et là j'avais pour ma part non, je vous dis une bêtise, je dis n'importe quoi. Il faut 1,80 m de lainage. J'avais pour ma part 1,60 m, ce qui est déjà plus réaliste, hein. Et pour la doublure, il faut 1,25 m et j'avais 1 m de doublure polyester. Tout est passé. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, les points techniques de cette veste. Alors, ce sont le col tailleur, et puis les incrustations que l'on voit ici. Et là, il y en a sur les deux pans. Et c'est une veste qui est également entièrement doublée. Je vous montre un peu l'intérieur. Elle se ferme par 4 pressions. Alors, je ne suis pas très convaincue par ce système. Alors déjà parce que, vous voyez, quand la veste reste ouverte, eh ben, on voit ces 4 pressions. Je ne trouve pas ça très heureux. Donc, je vais peut-être essayer de trouver autre chose. Et donc, voilà, la veste est entièrement doublée. Alors, je vais peut-être vous parler rapidement du montage. Et puis, alors j'ai fait aussi quelques petites vidéos pour vous montrer quelques étapes au fil de ma réalisation. Et donc, voilà, je les insérerai et puis ça évitera que j'entre peut-être un peu plus dans le détail. Donc, on commence par monter cette veste en s'occupant des demi-devants et des milieux devants. Donc, ce qu'on appelle le demi-devant, c'est cette partie, puis le milieu devant, juste ici. Donc, vous voyez, on commence déjà par réaliser une incrustation. Alors, l'incrustation, c'est un peu le même système que le montage du col tailleur. On vient assembler les deux pièces endroit contre endroit, donc on vient coudre ici au plus près, on vient coudre, on vient arrêter la couture au niveau de l'angle de la pièce. On crante, on incise ici la pièce dans l'angle et puis on vient faire pivoter la pièce du dessous pour qu'elle vienne ici s'aligner avec la pièce en incrustation, la pièce ici, la première pièce. Donc voilà, c'est pas compliqué en soi, mais ça demande juste d'être précis. Donc on réalise donc ces deux demi-devants, on assemble le dos, donc qui est composé de 2 parties également. Ensuite on assemble les pièces au niveau des épaules et puis on vient ensuite s'occuper du col tailleur. Et c'est à ce moment que je vous insère la vidéo. Alors, on a ici le dessus de col que j'ai commencé à épingler sur ma parmenture. Donc la technique consiste normalement à débuter la couture à partir du premier repère jusqu'à l'angle, laisser l'aiguille plantée, inciser le tissu, entailler le tissu en biais jusqu'à l'aiguille, au plus près de l'aiguille, et puis repositionner le tissu, poursuivre la couture le long de l'encolure jusqu'à l'angle suivant, laisser l'aiguille plantée à nouveau, entailler le tissu, et puis poursuivre la couture jusqu'au dernier repère. La technique proposée par Burda est plus simple pour moi puisque s'agissant d'un lainage, donc on a l'épaisseur du tissu plus l'épaisseur de la pointe du ciseau qui peut être gênant pour entailler le tissu. Donc ici il s'agit de coudre les premières parties, donc du premier repère jusqu'à l'angle, de terminer la couture, faire de même de l'autre côté. Donc du premier repère, on positionne donc l'autre partie du col et on coud donc du premier repère jusqu'à l'angle, on termine la couture, on entaille de chaque côté, je suis ici, le tissu
sur chaque angle, et ensuite on vient finir de positionner le col pour terminer la couture. Alors le dessus de col a été fixé à la parmenture par chacune de ses extrémités. On aura bien pris soin de cranter, alors c'est pas facile de montrer mais ici, de cranter le tissu au niveau de chaque angle, et puis il va falloir ensuite coudre le pied de colle à l'encolure de la parmenture en venant faire coïncider les repères milieu dos et les repères d'épaule. Donc le fait d'avoir cranté va permettre de bien faire coïncider les deux pièces bord à bord. Donc voilà ce que l'on obtient. On écarte bien les coutures au fer et on n'oublie pas de cranter sur l'ensemble de la couture. Alors le dessus de col et le dessous de col ont été assemblés à partir du point de jonction entre le col, enfin le dessus de col et la parmenture, et le dessous de col et le devant. Donc à partir de ce point de jonction ou repère transversal, on couture d'un point à l'autre. Ensuite il va falloir dégarnir la valeur de couture, cranter, et puis ensuite dans un second temps assembler la parmenture au devant, à chaque devant. Donc de la parmenture à chaque devant jusqu'au bas de la parmenture. Alors, je vous retrouve après la vidéo qui vous expliquait comment monter le col tailleur selon Burda. Donc, on est sur une gamme de montage simplifiée en 2 temps et j'ai trouvé ça très agréable. On arrive ensuite au moment où on monte, on assemble la parmenture et les cols et pieds de colle au milieu devant, donc juste ici. Donc il faut bien penser à gérer les angles, donc important de diminuer la valeur de couture, de couper la pointe pour que lorsque l'on retourne les deux pièces, on puisse obtenir un angle bien droit. Donc c'est primordial sur cette pièce parce que vous voyez, c'est tout ce qui fait la beauté aussi de la veste, c'est ces incrustations et ces angles droits. Voilà, ensuite, alors oui, j'ai oublié de vous dire, on est sur un modèle avec des poches invisibles. Donc voilà. Voilà, rien de compliqué non plus. Et puis on vient ensuite s'attaquer à la doublure, donc doublure que l'on monte exactement comme on a pu monter la veste. Donc on a ici un pli d'aisance. Et puis on vient assembler ensuite la doublure à la veste. Alors j'ai eu moi quelques difficultés. Je n'ai pas compris les explications de montage de la doublure et donc je me suis référée à une vidéo de Mounasiou concernant le montage de la doublure d'un manteau qu'elle propose, je ne sais plus lequel. Mais voilà, j'ai suivi les étapes pas à pas et j'ai obtenu un résultat tout à fait satisfaisant. Alors la seule chose qu'il me reste à faire malgré tout, c'est de fixer quand même ici l'ourlet parce qu'il aurait tendance, vous voyez, hop, au moment où je veux le faire bien sûr, ça ne se fait pas. Ah bah oui non, je les ai fixés là dans... Ça j'ai fixé, alors ça bouge où? C'est ici. C'est en fait le poids. C'est la poche à l'intérieur qui aurait tendance, vous voyez, je suis passée de l'autre côté. On va y arriver. Voilà. On aurait tendance, voilà, à faire que le retour, enfin à
créer un poids et donc à faire en sorte que l'ourlet se désolidarise et puis retombe. Donc il faut peut-être ici que je le fixe pour éviter cela. Alors les autres petits détails que j'ai beaucoup appréciés, ce sont les surpiqûres. Je sais pas si on les voit bien là. Alors j'ai quand même... enfin, j'en ai pas large hein, parce que essayer de faire des coutures régulières, voilà, ça demande de la patience et je trouve ça vraiment très joli. Je sais pas si on voit bien là. Une surpiqûre ici également. Voilà. Alors j'aurais pu mettre un passepoil, mais voilà. Alors mon regret, c'est de ne pas avoir entoilé les pièces de mon col et de ma parmenture. Comme je vous le disais, c'est mon premier travail de lainage en veste et il me semblait que le tissu aurait suffisamment de tenue. Bah non, pas suffisamment. Vous voyez, là j'ai repassé ce matin, mais c'est pas net. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, c'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois. Entoilage systématique. Voilà pour ma petite veste Burda 111. Est-ce que je vous ai tout dit? Il me semble que oui. Ouais. Alors d'ailleurs sur les incrustations, on va y revenir parce que j'ai eu un autre projet qui a fait appel à cette technique. Voilà, donc on reviendra un petit peu sur le sujet. On va passer au projet suivant. Alors, hop. Alors, il va falloir que je pense à faire des pauses pour insérer les photos. Donc, j'en suis au second modèle que vous connaissez tous. Je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Que vous avez reconnu forcément. Il s'agit de la blouse Sophia de la Maison Victor qui est parue dans le numéro de septembre-octobre 2018. On le voit ici en couverture. On l'a beaucoup vu sur les réseaux sociaux. C'est un patron de niveau 2 maison sur 4, on ne parle plus de maison aujourd'hui, qui se décline de la taille 34 à 56. La Maison Victor recommande pour ce projet un tissu fluide et élastique. On a vu des versions réalisées en chaîne et trame, donc je pense que les deux sont possibles. Alors, pour moi, c'est pas un chemisier, je dirais que c'est un top cache-cœur à manches longues. S'agissant du tissu, j'ai pour ma part donc choisi un jersey donc très fluide et élastique que j'ai trouvé donc chez mon revendeur local, l'atelier du tissu à Rezé. C'est un tissu très joli qui correspond à ma palette de couleurs, plutôt graphique là, avec des petits ronds dessinés que l'on perçoit bleu parfois, noir à d'autres moments, voilà, mais très actuel. Bon, voilà, j'avais flashé sur ce tissu et bah, c'est un tissu sympa, mais qui a rajouté une difficulté à ma cousette. Parce que justement, il est très mou, il n'a aucune tenue et il est très élastique. Et donc, je suis voilà, moyennement satisfaite par les finitions. Ma difficulté, c'est que le tissu s'écrasait sous mon pied de biche et donc il y avait une réelle imprécision au niveau des coutures. Il était également tellement fluide et fin
qu'il avait tendance à être entraîné par mon aiguille, alors j'ai utilisé une aiguille stretch, hein, mais par mon aiguille entre les griffes de ma machine. Et puis il y avait aussi un problème de préhension du tissu par ma surjeteuse. Le tissu n'avançait pas, alors mon couteau coupé, mon tissu n'avançait pas, enfin bref, il y a eu des moments où j'ai bien failli tout balancer par la fenêtre. Alors j'ai essayé de l'amidonner, ça a rajouté ouais, ça a donné un peu plus de tenue, mais pas tant que ça. En fait, le seul moment où euh, la couture était facilitée, c'est lorsque j'avais plusieurs épaisseurs à coudre. Par exemple, au moment où j'ai dû coudre la ceinture. Vous voyez pas grand chose. Donc voilà, alors c'est un... Ce problème d'élasticité du tissu, il va généralement devoir être compensé au niveau de... Enfin, quand on coud avec une surjeteuse, au niveau du différentiel. Alors, pour rappel, je regarde aussi un petit peu mes notes. Donc en fait, le différentiel, selon la nature du tissu qui va être fin ou élastique, permet de jouer sur la courbure ou la rectitude de la couture. Donc si on a un tissu fin qui a tendance à froncer, on va jouer sur le différentiel pour l'étirer. Et si on a un tissu élastique qui a tendance à s'étirer, là aussi on va jouer sur le différentiel pour rectifier, enfin pour réduire cette élasticité. Donc le différentiel, on n'y touche pas en général. Quand on a un tissu, faut que j'arrête de tripoter les vêtements, là à chaque fois j'ai une espèce de nécessité d'occuper mes mains. Donc je disais, quand on a un tissu basique, chaîne et trame, normalement on ne touche pas au différentiel qui est réglé sur 1. Voilà, c'est la vitesse, une vitesse égale, c'est à dire que le différentiel, moi j'aurais peut-être dû commencer par là, le différentiel, ça permet de jouer sur la vitesse d'avancement des griffes. Donc quand il est réglé sur 1, les griffes avancent à vitesse égale. Lorsqu'il est sur une vitesse inférieure, enfin sur une numérotation inférieure à 1, une vitesse, ouais, on va dire une vitesse inférieure à 1, ça signifie que la griffe avant avance plus lentement que les griffes arrière, et donc le tissu s'étire. Si il est sur un chiffre supérieur à 1, ça signifie que les griffes avant avancent plus rapidement et donc le tissu se rétracte et donc fronce. Voilà. Donc voilà, voilà comment jouer avec le différentiel. Alors pour ma part, quand je faisais des essais, j'avais l'impression d'obtenir, enfin de bien contrecarrer la nature du tissu. Et puis quand je réalisais ma couture, bah, j'avais l'impression que le tissu était lâche. Par exemple, vous voyez ici au niveau de l'encolure, bon, je sais pas si on est trop loin en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'ici comme ça? Non, on voit pas grand chose là. Donc croyez-moi sur parole. Voilà, donc non, pas satisfaite. Ouais, c'est pas les finitions du siècle, mais c'est pas grave. En tout cas, ça se voit pas. Donc, ce que je voulais vous en dire également, j'ai procédé à quelques modifications. Alors l'avantage de ne pas avoir réalisé cette couture dès sa sortie, ça m'a permis effectivement de voir plusieurs réalisations et de voir enfin, ce qui a mis en lumière ce qui me déplaisait aussi sur ce modèle. Et pour cela, je rejoins Sandrine de SB Création
qui a longuement parlé aussi dans un article des modifications auxquelles elle a procédé. Donc elle avait notamment rectifié la largeur des manches et puis remplacer le poignet, la bande de poignet qui était totalement insignifiante par un long poignet. Elle a aussi, pour sa part, modifié la largeur de la ceinture. Alors moi, la largeur de la ceinture me convenait, je n'y ai pas touché. Par contre, tout comme Sandrine, j'ai effectivement diminué la largeur des manches. Donc depuis la base de la manche, le poignet de la manche, j'ai réduit de 4,5 cm de chaque côté. Alors surtout ne pas toucher ici à la largeur de l'emmanchure, parce que sinon vous auriez quelques soucis à fixer votre manche au corps du vêtement. Et puis j'ai pour ma part réduit encore, enfin j'ai pas suivi les mesures proposées par Sandrine, j'ai encore réduit, j'ai fait un poignet de 9 cm de large sur 9 cm de haut. Voilà. Donc il n'y a pas du tout cet effet de fronce qu'il y a sur le modèle d'origine. On est sur un poignet fité et long. La bande d'encolure, ou plutôt ce qui semble être une bande de propreté, alors un peu particulière. Hop. Je l'ai fixée au point zigzag parce que pour les mêmes raisons que celles que je vous précisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement mon tissu était fuyant. Et voilà, j'avais du mal à, quel que soit le point utilisé, à obtenir quelque chose de correct. Donc, hop, voilà. Et ici, le système de parement intégré est très bien pensé avec ici une finition de type burrito. Hop. Voilà. Et donc le parement se place tout à fait correctement. Alors bien sûr, vu la fluidité du tissu, je pense qu'il faut là aussi porter quelque chose en dessous parce que sinon on n'est pas à l'abri d'un accident, madame. Voilà, voilà. Donc pour la blouse Sophia, je regarde si j'ai zappé des étapes, mais non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà. Je vous laisse avec les photos. Alors on passe à la troisième pièce qui est ce chemisier. Donc le chemisier à jabot, le chemisier 101A du Burda Style de décembre 2019. Et je vous montre le modèle avec ici, je regarde ce que je montre, le dessin technique. Donc voilà. Donc le dos avec un pli et puis ici on voit pas très nettement le col, mais voilà. Donc c'est un chemisier dit à rucher. Alors ça a été pour moi l'occasion d'apprendre ce nouveau terme en couture. Le rucher étant une bande de tissu plissé, froncé, qui garnit un vêtement féminin au niveau du col, de l'encolure ou des poignets. Alors voilà, pour ma part, j'ai décidé de ne pas monter le rucher au niveau du col parce que comme vous le voyez, j'ai choisi un tissu fleuri.
Souvent, ce sont des tissus qui sont un peu connotés mamie. Donc, si on les associe en plus à des coupes un peu trop classiques, voilà, on est très vite catalogué. Mais ce tissu, je l'aime beaucoup. C'est un tissu que j'ai trouvé lors des soldes d'hiver chez Mondial Tissu il y a bien 2 ans. Et lorsque j'ai cousu ce chemisier, c'était en septembre ou octobre, je ne sais plus, je l'ai retrouvé sur le site. Donc je vous insérerai une photo si je l'ai conservé. Mais voilà, c'est une popeline qui n'est pas très chère. Alors, cette blouse, ben, elle se caractérise donc, comme je disais, par ces pièces de rucher qu'on monte normalement au niveau du col, au niveau également de la patte de boutonnage. Elle a des pinces poitrine, une patte de boutonnage invisible, et puis ben, des poignets avec une fente indéchirable. Donc, voilà. Alors, j'ai... je regarde mes notes en même temps. Hop. Est-ce que je vous ai tout dit là? Alors, donc la difficulté pour moi, c'était de monter cette patte de boutonnage invisible qui n'est pas une patte à même, qui ne faisait pas partie de la pièce de la pièce de devant. C'est une pièce rapportée, cousue. Et donc les instructions de montage n'étaient pas tout à fait claires. Donc j'ai pris le temps de voir comment faire, et puis j'ai filmé au fil de ma réalisation en me disant que ça pouvait toujours servir. Alors je sais que tout le monde n'est pas adepte de ces petits points techniques, donc je mettrai dans la barre d'information le timecode pour passer à l'étape suivante. Et puis sinon là dans le bas de cet écran, j'indiquerai aussi le temps où je passe ces différentes étapes de montage. En fait, dans ces vidéos, cette petite vidéo, j'explique oui, comment fixer la pâte de montage, la pâte de boutonnage invisible, donc en prenant en sandwich le col et le rucher. Voilà, quoi d'autre? Alors ce petit modèle est doublé sur sa partie supérieure, donc on a une pièce, un empiècement d'eau. Un empiècement d'eau, alors que j'ai fixé ici à la machine. Et par contre les coutures, enfin le rabattage effectivement de l'empiècement d'eau sur la partie devant, je l'ai fixé avec une couture invisible à la main. Voilà, alors ma difficulté, eh ben, elle était aussi, au niveau du col. Vous voyez, on a un col qui effectivement est très arrondi. Et donc, il faut vraiment, on est sur des coutures en courbe, et il faut vraiment cranter énormément pour détendre le tissu et arriver à un résultat qui soit à peu près net. Voilà, et on a quelques fronces dans le dos, sur la partie centrale. Donc voilà, alors je vous laisse avec la vidéo sur la patte de boutonnage, et puis je reviens ensuite sur les fentes indéchirables, parce que là aussi j'ai découvert une façon de réaliser les fentes indéchirables. Vous allez voir, ça déchire. Alors, nous avons ici le parement droit avec patte de boutonnage invisible. Et pour que ce soit plus clair, je vous ai mis la pièce de patron
se présente de cette manière. Donc, il va s'agir de plier la pièce en son milieu. Voilà. Ensuite, je viendrai tracer à la règle et au feutre friction le milieu de chaque patte, de la sous-patte et de la patte qui font 5 cm de largeur. Donc je tracerai mon trait du haut de la pièce jusqu'en bas, et puis au fer je viendrai marquer le pli. Et puis ensuite il s'agira de replier la valeur de couture de chaque côté de 1 cm sur l'envers du tissu. Donc première étape, plier la pièce en son milieu. Alors voilà, la patte de boutonnage est maintenant pliée. Donc on peut voir ici la sous-patte qui est en fait la partie entoilée. Et puis la patte supérieure qui vient donc recouvrir la sous-patte. Et il faut veiller effectivement à ce que les deux plis soient bien alignés et que la patte supérieure vienne bien recouvrir la sous-patte, que l'alignement soit parfait. Il s'agira donc maintenant de replier les valeurs de couture vers l'intérieur et ça nous servira de guide également pour coudre le parement de patte de boutonnage au devant du chemisier. Alors, j'ai procédé à l'ourlet de ma blouse sur 1,5 cm et je suis venue poser les ruchés donc sur chaque demi-devant. Donc il s'agit, le rucher est une bande de tissu sur laquelle j'ai réalisé un ourlet mouchoir. On ne peut pas vraiment parler de rouleauté mais plutôt d'ourlet mouchoir, et que l'on vient froncer sur une certaine longueur et que j'ai posé envers sur endroit sur chaque demi-devant. Donc maintenant je vais pouvoir poser mes parements. La patte de boutonnage gauche est cousue avec une surpiqûre apparente qui vient la fermer. On va procéder de la même façon avec la patte de boutonnage double, positionnée endroit contre endroit en prenant le rucher en sandwich, et je vais piquer le long de la valeur de couture. Donc on se situe sur l'envers du vêtement, la patte de boutonnage double a été fixée endroit contre endroit. On déplie la patte de boutonnage que l'on va replier en son milieu, endroit contre endroit. Et après avoir aligné les coutures, l'idée est de fermer cette patte de boutonnage en réalisant une couture dans le prolongement de l'encolure. Alors voilà ce que donne la couture. Donc on réduit ensuite la marge de couture, on coupe l'angle, et puis moi ici sur le milieu de la pièce j'ai cranté un V pour faciliter le pliage. Je retourne ensuite la pièce, alors pas dans sa totalité, ici il n'est pas nécessaire de sortir l'angle, on le laisse à l'intérieur. Voilà, on reconstitue le soufflet. Et donc voilà ce que cela donne sur l'endroit de notre couture. Et puis ici, et donc ici sur l'envers,
on a donc ici un soufflet avec la soupate de boutonnage sur laquelle je vais réaliser les boutonnières et puis la patte supérieure, la patte qui donne un boutonnage invisible. Alors avant effectivement de coudre le long de cette patte de boutonnage, de fermer cette patte de boutonnage, il est préférable de réaliser les boutonnières avant, puisque s'agissant des boutonnières qui vont être très proches de l'extrémité, ce serait très compliqué si effectivement la patte de boutonnage était fermée. Donc je reviens en arrière et voilà, sur la partie entoilée, je vais donc réaliser ici mes boutonnières. Alors, je vous retrouve juste après la vidéo qui vous expliquait comment j'avais procédé pour le montage de ma patte de boutonnage. Donc voilà, je vous montre la montre d'un peu plus près. Ici ma patte, ma sous-patte et la patte sur laquelle sont cousus les boutons. S'agissant des boutons, j'ai rien trouvé dans mon stock, j'ai pas trouvé 9 boutons équivalents, semblables, donc j'ai dû en acheter. Voilà, alors mon tissu est blanc. Il est blanc cassé. Dès qu'on trouve des boutons blancs, c'est trop blanc. Si c'est un peu nacré, ça devient tout de suite jaunâtre. Bon voilà, ce que j'ai trouvé de mieux. Pour mon rucher, vous voyez, j'ai fait, et je pense que le dire dans la vidéo, un ourlet mouchoir. Je vous explique aussi comment gérer les angles. Ah oui, tiens, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais fixé le parement dos avec une couture, où est-ce que j'ai, oui, là, hop, avec une couture invisible à la main, et puis le pied de colle aussi, je l'ai fixé avec une couture invisible à la main. Voilà, mes petites fronces dans le dos, je vous les ai montrées tout à l'heure. J'ai fait un ourlet surjeté, simple. Hop. Voilà. Et je voulais revenir sur les fentes indéchirables. Alors, les fentes indéchirables, pour moi, sont plus faciles à gérer lorsqu'on travaille sur des tissus fluides que sur un tissu qui a plus de tenue comme une popeline. On a plus de risque de créer des plis lorsqu'on arrive, vous savez, au retour de la fente indéchirable. Alors, moi, j'ai découvert une technique un peu par hasard sur une chaîne qui est riche d'enseignements. Donc, c'est la chaîne de Tool Fully que vous connaissez peut-être. Et donc, elle s'intéresse beaucoup au patronage et vraiment, enfin voilà, allez-y, vous allez en avoir plein les mirettes. Et donc, Tool Fully, dans sa vidéo qui s'intitule Assemblage, couture, la manche chemisier, fente et poignée simple, explique comment procéder par un système de plis. Alors, je vous ai filmé une petite vidéo parce que je me suis dit, si je manipulais les tissus comme ça devant la caméra, ça allait être compliqué. Donc, j'ai filmé ça à plat. J'ai pris, vous voyez, deux tissus qui s'associent extrêmement bien. Et donc, je vous laisse avec la vidéo et vous allez comprendre ce que je veux dire par système de plis. A tout de suite. Alors pour la démonstration, j'ai pris deux coupons de tissus différents. Donc ici nous avons notre biais et puis ce qui semble être notre blouse ici. Donc l'idée c'est d'assembler le biais sur la fente que j'ai coupée ici dans mon tissu. Donc on va assembler les deux tissus endroit contre endroit et on débute par l'ouverture de la fente. Donc on vient coudre ici jusqu'à 2 cm du retour de la fente. Le tissu se présente de cette manière. Et donc l'idée c'est de poursuivre l'alignement. Donc pour ce faire, on vient créer ici un premier pli. Alors là je les ai repassés, enfin j'ai repassé le tissu pour que ce soit plus simple. Mais voilà, l'idée c'est de créer un premier pli, et donc
de créer un angle droit, plus ou moins droit. Ce qui va être le repère, c'est l'alignement ici de nos tissus. Ensuite, on vient faire pivoter cette partie de la fente de manière à l'aligner sur notre biais et on redescend ce second pli. Voilà ce que l'on obtient. Donc ici, un jeu de plis qui forme un V. Et donc, il va falloir ici poursuivre la couture en frôlant ici la pointe de ce V et en terminant donc jusqu'à l'extrémité, l'autre extrémité de la fente. Je vous insère de suite des photos de ma réalisation pour que vous puissiez voir le résultat. Et donc, je vous montre quand même. Plus simple ici. Voilà ma fente. Vous voyez ici, le tissu n'est pas du tout, froissé, enfin pris dans la couture. Enfin pris dans la couture. Bref, il n'y a pas de pli en tout cas. Donc voilà. Je vous laisse avec les photos. À tout de suite. Alors, on se retrouve pour la dernière réalisation. Je couds assez peu pour les enfants. J'ai à la maison un jeune adulte et une ado qui sont assez peu demandeurs. Mais j'ai aussi un neveu de 6 ans. Et je me suis dit que ce serait peut-être l'occasion pour moi de profiter des fêtes de fin d'année pour lui coudre un petit vêtement. Donc j'ai feuilleté mes burdas et je suis tombée sur un sweat à capuche que voici, qui est paru dans le Burda Style de février 2018, toujours le même, enfin je pense vous en avoir déjà parlé. Février 2018, alors le dessin technique, le voici, donc on a un sweat à capuche avec une poche plaquée et une petite incrustation en V, ici. Alors, je vous montre ma réalisation. Donc voilà. Alors, j'ai choisi un molleton que j'ai trouvé là aussi à l'atelier des tissus à Rezé, un molleton vert, bien sûr, que j'ai trouvé, alors qui est très fin, qui est plutôt fin, mais qui est d'une douceur, à l'impression, faut pas toucher de la feutrine. Bon, c'est même plus doux que la feutrine. La feutrine, c'est pas doux. Non, mais en tout cas, très doux. Donc, je me suis dit pour un enfant, ce serait parfait. Et puis, les salles sont toujours surchauffées. Et même s'il ne le porte pas là en ce moment, en plein hiver, au printemps, il sera parfait. Alors, note à moi-même. Isa, quand tu achètes du molleton, essaie de trouver le bord-côte qui s'associe. Parce que là, j'ai galéré pour trouver un bord-côte. Voilà, sur le moment, la question ne m'a même pas traversé l'esprit quand j'ai acheté le tissu. Et puis une fois à la maison, je me suis dit, ah, ben ouais, mais bon. Et donc, voilà, j'avais dans mon stock du bord-côte gris, du bord-côte noir, mais voilà, c'est super contrasté. Et voilà, ça me plaisait moyennement.
Et là, j'ai donc regardé les burn-coats en vente en ligne. Et c'est extrêmement difficile de choisir et de trouver celui qui va vous convenir. Donc j'en ai pris 2 sur le site de ma petite mercerie. Donc celui-ci. Et puis celui-ci. Alors bon, bah effectivement, à l'écran, vous vous dites, bah oh, non, mais c'est évident que ça ne va pas ensemble. Enfin, celui-ci, c'est certain. Mais bon, celui-ci me paraissait pas trop éloigné, en tout cas à l'image. Donc voilà, erreur à ne plus commettre. Il faut absolument, lorsque j'achète du molleton, que je trouve le bord-côte qui s'associe dans le magasin où j'achète mon tissu. Écoutez, ça fera l'affaire. C'est pas la seule fausse note qu'il y aura sur ce sweat, parce que là aussi, le cordon, je n'ai pas trouvé de cordon qui s'approchait parfaitement de la couleur. Donc on a un cordon kaki. À la rigueur, le cordon est peut-être plus raccord avec le bord-coat. Et puis il me fallait une fermeture. Et là aussi, je n'ai pas trouvé le vert totalement raccord. Donc voilà, mais après ça reste un vêtement enfant et les enfants aiment la couleur, n'est-ce pas? Donc pour en revenir à ce sweat, on dit sweat. Il est proposé de la taille 110 à 128. Je l'ai réalisé moi en taille 116, donc pour mon neveu qui a 6 ans. Il est préconisé 1,10 m de tissu et c'est à peu près ce que j'ai pris. Ouais, c'est ce que j'ai pris, 1,10 m. Alors, par chance, ça reste toujours un métrage qui est surestimé, et par chance parce que, alors j'ai pas amené le tissu avec moi, mais en fait, lorsque j'ai choisi mon tissu, d'ailleurs, il me semblait avoir une pointe de jaune bien plus prononcée que là. Et donc voilà, je lave mon tissu, je le repasse, et au moment de le repasser, je m'aperçois qu'il y a une décoloration. En fait, le rouleau a dû rester exposé et en place trop longtemps, enfin exposé à la lumière, et il est resté à la même place trop longtemps, si bien qu'il y avait une bande de décoloration sur 20 cm à peu près, donc qui était l'entame du rouleau. Et je ne m'en suis pas aperçue au moment où la vendeuse m'a coupé mon coupon. Voilà, bon après, j'avais le choix de retourner au magasin pour leur signaler et pour que voilà, je reparte avec un coupon correct. Mais j'ai réussi à caser toutes mes pièces dans ce qu'il restait de tissu. J'ai juste utilisé cette partie décolorée pour l'intérieur de ma capuche. Alors je sais pas si on le verra, mais ouais, je suis pas sûre qu'on le voit là, mais effectivement l'intérieur est plus jaunâtre, on va dire. Donc pour en revenir à ce sweat, donc la difficulté c'est ce V qui est en fait une pièce avec incrustation. Alors, j'ai pour ma part, j'ai pour ma part consulté le blog de Sandrine. J'avais souvenir effectivement d'une de ses dernières cousettes qui était un sweat burda également avec un grand empiècement, enfin un grand empiècement V, donc avec là aussi une incrustation en pointe, très effilée. Et je me suis dit que Sandrine est toujours de bons conseils, et elle renvoie en fait à un tuto de Cozy Little World, il me semble. Je sais plus, pas sûr. Mais voilà, un tuto qui est très bien expliqué. Donc j'ai suivi le conseil. Donc j'ai entoilé en fait,
ma pièce devant. Et puis j'ai reporté, j'ai plié ma pièce V en deux et j'ai tracé effectivement des lignes de couture pour être extrêmement précise. Et je trouve que le résultat est pas si mal. Alors, vous voyez, j'ai surjeté en fait toutes mes pièces. J'ai réduit mes marges de couture au maximum. Je suis à 0,8 je crois. Voilà, sur les côtés, on a des coutures ouvertes. Voilà, il y a un assemblage à la surjeteuse de la ceinture. Alors, je dirais que bon, la difficulté, c'est effectivement de réaliser cette incrustation sans pli là aussi. J'en ai pas, hein, je vous assure, mais c'est... Non, il y a un relief là. Et puis, je trouve que les finitions sont plutôt jolies, les finitions du modèle. Alors, je disais que les finitions étaient très propres. Donc, on fixe la capuche extérieure au dos et au devant. On vient ensuite fixer la capuche intérieure. En commençant la couture, alors endroit contre endroit bien sûr, en commençant la couture donc sur l'empiècement devant et puis en la poursuivant sur tout le pourtour de la capuche et en terminant de l'autre côté sur l'autre partie de l'empiècement devant. Et quand on retourne la capuche, ben voilà, on a une finition très propre. Alors, Burda nous suggère simplement de surfiler le bord inférieur de la capuche et de le fixer au corps du sweat en utilisant la couture de montage et en piquant dans le sillon de la couture de montage. Alors moi, je trouvais que dans la nuque d'un enfant, c'était risqué. Hein, moi, j'ai connu des scènes d'hystérie à cause de petites étiquettes ou de petites coutures qui démangeaient la nuque, dans la nuque. Donc j'ai décidé de ganser le bord inférieur de la capuche et puis j'ai bâti cette capuche pour que lorsque je pique dans le sillon de ma couture, je puisse avoir ici une couture régulière sur mon biais, qui est un biais de jersey, donc qui est tout doux. Donc voilà. Voilà mon petit sweat. Alors oui, l'autre particularité, l'autre difficulté, c'est cette poche plaquée. Alors Burda nous demande de réaliser deux pièces, que voici. Donc petite et grande pièce. Et de les coudre de chaque côté de la fermeture éclair. Alors d'ailleurs, s'agissant de cette fermeture éclair, c'est une fermeture éclair en principe de 8 cm. Moi, je n'ai pas trouvé en magasin une fermeture éclair qui me convenait. Donc, je me suis intéressée à ce que j'avais dans mon stock. J'ai éliminé les fermetures métal que je ne pouvais pas couper. Et donc, voilà, je suis tombée sur celle-ci qui n'est pas de la très raccord, mais voilà, c'est de la couleur. Et les enfants aiment la couleur, comme je le disais. Donc, je parlais des pièces de la poche. Donc il faut coudre ces deux pièces sur les bords latérales de la fermeture éclair et puis ensuite tout simplement rabattre les valeurs de couture sur les angles et puis plaquer la pièce. Mais là je me suis dit il y a un problème, c'est-à-dire qu'on va avoir ici le bord de la fermeture éclair complètement à nu, sachant qu'en plus je l'ai coupé, ça va être affreux. Donc je vais repatronner cette poche plaquée. Donc j'ai fait en fait, j'aurais dû prendre le patron que j'ai fait, mais bon c'est pas compliqué. J'ai fait en fait j'ai pris les dimensions de ma pièce finale et puis ici j'ai retiré 1 cm, enfin voilà, j'ai fait une découpe d'1 cm pour
insérer ma fermeture éclair, et donc j'avais suffisamment de valeur de couture pour rabattre tout autour, voilà, et obtenir ici une protection et puis une finition qui soit jolie. Voilà, donc, une poche tout à fait fonctionnelle, hein. On peut y glisser un petit caillou par exemple. C'est les parents qui vont être contents. Voilà mon petit sweat, pour mon neveu, sweat à capuche. Donc, écoutez, je crois en avoir fini. Alors, je vais peut-être conclure avec une réalisation qui reste de la couture, mais que j'ai déjà présentée dans le podcast tricot, donc certaines l'ont déjà vu, si vous continuez à me suivre sur les aventures couture. Voilà, c'était juste pour vous parler de cette pochette à livre que j'ai réalisée avec ma broderie Green. Et j'ai utilisé un tuto que j'ai trouvé sur le monde de Jo. Voilà, c'est une pochette basique et tout à fait accessible. Moi j'ai décidé de la matelacer comme je le disais, et donc je n'avais pas anticipé le fait que ça allait réduire mes pièces de patron, ce matelassage. J'ai un peu raboté le reste de mes pièces. Mais voilà, on reste sur une pochette avec une taille tout à fait appréciable. Et j'ai fermé cette petite pochette par une pression, une simple pression. Voilà, donc ça reste de la couture. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la fin de mon épisode de podcast tricot où je parle dans la partie broderie. Et bien écoutez, voilà, on arrive au terme de cet épisode. Alors j'ai encore des tas d'idées de cousettes en tête. J'ai la réalisation d'un cadeau qui sera un sac destiné à ma mère, mais j'aurai plus de facilité à le récupérer pour vous le montrer. J'ai envie de m'attaquer au pantalon Saiki et notamment de passer par les étapes du pyjama pour valider les ajustements. J'ai des envies de chemise. Bon voilà quoi, il y a de quoi faire. Écoutez, n'hésitez pas à me parler de vos cousettes. Ça peut m'inspirer, ça m'inspirera sûrement. Voilà, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Voilà, c'est pas facile de conclure dans ces circonstances, mais voilà, hein, il faut qu'on garde le cap, la pêche, et si la couture peut nous y aider, écoutez, c'est tant mieux. Donc je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.